D'abord, merci pour votre accueil. Donc moi, mon exposé, parce que énergie solaire photovoltaïque, c'est vaste, donc je vais me concentrer plutôt sur mon champ de compétences. Je vais vous présenter donc l'énergie solaire photovoltaïque plutôt du point de vue de la cellule solaire, et puis on ira jusqu'à ce que je vais appeler quelques, entre guillemets, rêves de chercheurs aussi, pour vous présenter quelles sont les tendances, les générations de cellules, etc. Donc, dans un premier temps, l'introduction, je vais enfoncer un peu quelques portes ouvertes. On va passer peut-être rapidement. Alors oui, ce que je vais vous présenter s'appuie beaucoup sur, en fait, deux choses. Alors, de mes connaissances à moi, mais je vous invite à aller voir sur le web pour aller plus loin. Pour aller un petit peu plus loin, mon collègue Daniel Linco, qui a été professeur sur chaire annuelle, professeur sur la chaire annuelle d'innovation technologie Liliane Bittencourt, au Collège de France. Et donc, si vous avez curiosité d'aller un petit peu plus loin, il y a d'excellentes présentations qui ont été faites. Alors, il y en a beaucoup par Daniel. Donc je vous invite à aller voir ça. Et puis autre chose, donc la Fédération de recherche CNRS sur le photovoltaïque a rédigé, donc j'en fais partie, mais mes collègues, plutôt mes collègues parisiens, ont édité un petit fascicule, ont fabriqué un petit fascicule qui est téléchargeable. Donc je vous invite à le télécharger sur pas mal de questions, de questionnements sur le photovoltaïque. Alors j'ai choisi dans ma présentation de vous passer quelques messages dont certains viennent directement de ce fascicule de manière à ce que vous puissiez ensuite aller retrouver les informations et peut-être aller un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à le télécharger et puis même à le distribuer. Ça a été fait pour ça. Et très concrètement, donc, ce sont des chercheurs qui l'ont rédigé par groupe de travail. Et donc toutes les informations sont travaillées et référencées. Ça, c'est extrêmement important. Le contexte, vous le connaissez tous, encore une fois, là ça va être quelques portes ouvertes, et puis après on va entrer dans le dur sur le mode de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque. Comment ça fonctionne? Alors, le contexte, bien évidemment, exemple d'activité humaine nuisible à l'échelle de notre planète, le réchauffement climatique, vous êtes tous sensibilisés à ça, avec par exemple une publication dans Science d'un certain Barack Obama. Vous voyez, nous savons depuis longtemps, sur la base d'un imposant dossier scientifique, que l'urgence d'agir pour atténuer le changement climatique est réelle et ne peut être ignorée, bien évidemment. Donc, je vais passer assez vite. Vous voyez ici, vous avez la répartition entre 1973 et puis 2015. Je n'ai pas été chercher en 2022 puisque j'ai juste un message à faire passer. La répartition de la consommation mondiale d'énergie, vous voyez, avec beaucoup de pétrole, gaz naturel, etc. Puis vous voyez que Other, ici, en 73, ce sont des énergies plutôt renouvelables. Donc 0,1% seulement. 2015, on est passé à 1,5%. On se dit, tiens, il y a quelque chose, c'est pas si mal. Est-ce que c'est rassurant? Non, en fait non, puisque les consommations mondiales d'énergie ont énormément augmenté. Finalement, ça reste quand même, en tout cas en 2015, assez faible. Donc, il est peut-être temps d'aller un petit peu plus loin. Voilà, et puis ici vous avez donc dans cette, alors j'ai essayé de référencer toutes, en espérant n'avoir rien oublié, toutes les informations que je vous donne. Donc dans une publication à Nature, vous avez ici en fonction de la consommation mondiale d'énergie, en fonction du réchauffement climatique, eh bien combien de personnes ça va affecter. Vous voyez, par exemple, si on a une augmentation de 1,5 degré, eh bien, ça va impliquer des problèmes sur l'eau, hein, tout simplement. Et vous voyez, le nombre de personnes. Alors, chaque point ici, c'est 10 millions de personnes qui vont être affectées par ça. L'exposition au problème de vagues de chaleur ici. Des risques sur la production d'énergie. Etc., des risques sur la dégradation de l'habitat, etc., etc. Donc ça, c'est pour une augmentation de 1,5 degré, ça, c'est pour une augmentation de 2 degrés, ça, c'est pour une augmentation de 3 degrés, pour vous donner une idée sur le nombre de personnes qui vont potentiellement être affectées par ce réchauffement climatique. Je vous rappelle qu'a priori, on serait plutôt sur un peu plus de 2 degrés, voire même 3 degrés, sur la trajectoire actuelle.
Voilà, donc les ressources naturelles. Alors encore une fois, une publication ici donc de 2015, mais donc il faudrait le mettre à jour, mais peu importe. Vous avez ici les réserves totales en ce qui concerne les énergies non renouvelables, le gaz naturel 130 terawatts, pétrole 335 terawatts, charbon 830 terawatts, l'uranium 185 terawatts. La consommation totale d'énergie, typiquement, alors bon, ça date un petit peu, mais peu importe. 21 terawatts, ceci par an, donc il s'agit en termes de puissance ici. Par contre, en ce qui concerne les énergies renouvelables, vous avez tout le potentiel renouvelable, avec le potentiel solaire qui est énorme, le vent, la biomasse, etc., etc. Les énergies renouvelables, alors en 2017, ici, bon, 2 terawatts, avec le solaire à peu près 18% de cet ensemble-là, au niveau mondial. Voilà, donc là on parle de puissance, on parle d'énergie. Alors qu'est-ce que c'est simplement la puissance, voilà, c'est ce qui est à disposition, et puis l'énergie finalement c'est ce qu'on va dépenser, donc la puissance est en watts, et puis l'énergie c'est la puissance multipliée par le temps. Donc 1 TWh, c'est consommation d'1 terawatt pendant une heure. 1 terawatt pendant un an, eh bien, ça nous donne 8760 TWh. Vous voyez? Donc, je rappelle, 1 kilowatt, c'est 1000 watts, 1 mégawatt, c'est 1 million de watts, etc., etc. Et ce dont on parle assez souvent, on est dans le gigawatt ou dans le terawatt. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, je prends le cas d'un cycliste professionnel. Un cycliste professionnel, potentiellement, c'est une puissance de 400 watts. Bon, si ce cycliste n'avance pas, ça ne sert pas à grand-chose, vous voyez. Par contre, un cycliste professionnel, si il utilise ses 400 watts de puissance maximale pendant une heure, eh bien, son énergie qu'il aura dépensée, c'est 400 watts-heure. En réalité, un cycliste professionnel peut difficilement dépenser cette puissance plus de 20 minutes. En réalité, sur le temps considéré d'une heure, il va plutôt dépenser cette énergie 133 watts-heure parce que finalement, il aura pédalé que pendant 20 minutes. On dit que son facteur de charge, c'est de 33%. Donc le facteur de charge, c'est le rapport entre l'énergie électrique qui a été effectivement produite sur une période considérée, donc ici c'est une heure, et puis l'énergie qu'il aurait produite sur la même période s'il avait fonctionné à sa puissance nominale. C'est le facteur de charge. Vous voyez où je veux en venir? C'est que l'énergie solaire n'est pas tout le temps disponible. Ouais, donc d'où la notion de facteur de charge. C'est un peu comme ce cycliste. 400 watts, 20 minutes. Alors déjà, 400 watts, c'était un cycliste professionnel. Hein. Il doit faire 200 watts à l'heure actuelle, pas plus. Quelques notions de la lumière solaire, la densité de puissance pour la lumière solaire. Typiquement, c'est 1000 watts par mètre carré. 1000 watts par mètre carré. Alors ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Lumière solaire, 1000 watts par mètre carré. Quand un beau ciel lagnonnais, comme cet après-midi, typiquement, un beau ciel lagnonnais, sans nuage, 1000 watts par mètre carré, comme densité de puissance. Voilà, donc typiquement, donc vous avez ici, bon, c'est pas la peine de lire tout ça, simplement ici, la consommation d'énergie au niveau mondial, 113 000 terawatts-heure, et la production d'électricité mondiale correspond à 22,5% de la consommation d'énergie. En France, c'est plutôt 24,3%. Pour vous donner des ordres de grandeur, je vais passer rapidement là-dessus. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse plus. Vous avez ici donc la source CRTE, la production d'électricité en France par secteur. La capacité installée, 61 gigawatts pour le nucléaire, 25 gigawatts pour l'hydraulique, le vent 19 gigawatts, le solaire 13,6 gigawatts, c'est la capacité qui est installée. La part du mix installé ici et le facteur de charge. Voilà, c'est ce qui nous intéresse aussi. Le facteur de charge pour le nucléaire, on le sait, il est excellent, 67%. C'est-à-dire que pendant 67% du temps, les centrales nucléaires délivrent le maximum de leur puissance, en fait.
Pour le solaire, on sait bien qu'il y a des alternances jour-nuit, mauvais, pas mauvais, etc. On est à 13,7%. Voilà, je vais m'en servir tout à l'heure pour vous donner un tout petit calcul. Voilà, donc le facteur de charge pour le solaire est 13,7%. C'est finalement ce qu'on appelle la frontière PV. Combien coûte l'énergie électrique produite par le solaire? On aime bien se repérer par rapport à la parité réseau. La parité réseau, c'est lorsque l'électricité produite a un LCOE inférieur ou égal au prix de l'électricité du réseau électrique. Et le LCOE, c'est le prix complet d'une énergie sur la durée de vie de l'équipement qu'il produit. En d'autres termes, quand on achète une voiture, il y a le prix de la voiture, le coût de la voiture, de sa fabrication. Et puis après, ce dont il faut tenir compte, c'est le coût de l'ensemble après fonctionnement durant toute la durée de vie de la voiture. C'est ça qui compte. Et pour le solaire, souvent, quand on donne des chiffres, on oublie ça. On donne souvent le coût installé. En fait, ce qui compte, c'est le coût de fabrication, le coût installé, et puis durant toute la durée de vie. C'est ce qu'on appelle le LCOE. En anglais, Levelized Cost of Energy. Alors, contribution du solaire PV à la production d'électricité en France. En 2021, l'énergie solaire photovoltaïque a fourni 14,3 TW, soit 3% de l'énergie électrique consommée en France. Voilà, une petite augmentation par rapport à 2020, mais enfin, en France, alors je n'ai pas les comparaisons avec les autres pays européens, mais c'est pas énorme en fait. C'est absolument pas énorme. Vous voyez ici les énergies produites, donc nucléaire 67%, thermique 7,5%, et le solaire en fait c'est une petite partie ici. Donc ça c'est un chiffre qui date de 2020, 2,5%, c'est plutôt 3% en 2021. C'est peu. Alors, une courbe d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette courbe d'apprentissage traduit l'évolution du prix du module en fonction des années, c'est-à-dire en fonction de la capacité installée. Plus vous installez, moins ça coûte cher. C'est ce que ça veut dire. Et bien évidemment, ça dépend des années. Vous voyez, entre 80 et 2000, le coût, alors c'est une échelle, ce qu'on appelle échelle exponentielle, le coût a énormément baissé, parce que plus on installe, moins ça coûte. Pareil, ici, entre 2005 et 2020, ça s'accélère, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Entre 2005 et 2020, ça s'accélère, et finalement, le coût du solaire installé devient de moins en moins cher au fur et à mesure qu'on l'installe. Vous pourrez remarquer aussi quelque chose d'intéressant ici, c'est que vous avez deux courbes d'apprentissage. Et vous avez la première courbe d'apprentissage avec la baisse ici en fonction des volumes installés. Puis entre 2000 et 2005, ça s'est stabilisé. Et puis après, ça a repris pour avoir une pente beaucoup plus importante. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2000, les cellules photovoltaïques qui, en majorité, donc ça vous le savez déjà, je vais vous en dire un peu plus tard, sont à base de silicium, de matériaux silicium. La microélectronique aussi, les composants sont à base de matériaux silicium. Eh bien, jusqu'à 2000, l'industrie du solaire bénéficiait, entre guillemets, des poubelles de la microélectronique. C'est-à-dire que les rejets du silicium de la microélectronique permettaient de nourrir finalement le marché du photovoltaïque. Mais au fur et à mesure que les panneaux étaient installés, de plus en plus de panneaux, ces poubelles de microélectronique ne suffisaient plus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça s'est arrêté, parce qu'il a fallu produire les panneaux en silicium avec autre chose que, entre guillemets, encore une fois, les poubelles de microélectronique. Donc il a fallu ici changer entre guillemets, de fournisseur. C'est pour ça qu'il y a eu un petit plateau ici, puis alors après ça a repris. Mais notez cette courbe d'apprentissage, qui est extrêmement pointue. Ça veut dire que les cellules photovoltaïques coûtent de moins en moins cher. Alors, je vais vous donner quelques messages au fur et à mesure de mon exposé, ce qu'on appelle des Tech Home Messages, des messages à ramener à la maison, entre guillemets. Le coût du PV. Alors ça, quand vous voyez ce genre de transparent avec pas mal de phrases, c'est que je l'ai pris exprès du fascicule que je vous ai présenté tout à l'heure, fait par FEDPV, par la Fédération de recherche du photovoltaïque.
Les modules PV, éléments de base des installations photovoltaïques, ont vu leur prix divisé par 10 en 10 ans. Leur prix se situe désormais autour de 0,2 € par watt. Le coût des installations complètes a également beaucoup baissé. Il est d'environ 2 € par watt pour des installations résidentielles et de 0,7 € par watt pour des grandes installations au sol. Et vous avez ici concrètement une comparaison entre les différentes énergies. Et vous voyez ici que le photovoltaïque, finalement, est du même ordre de grandeur que d'autres types d'énergie, en particulier les centrales PV au sol qui sont de même ordre de grandeur, par exemple, que le nucléaire. Vous voyez, ça c'est aussi un peu pour tordre le cou à certaines idées reçues qui se propagent. Non, le photovoltaïque n'est pas aussi cher qu'on le dit, finalement, du fait de cette courbe d'apprentissage, et est en constante décroissance, ce coût. Alors là, on parle de cellules photovoltaïques au sol. Pour les installations PV en particulier, c'est plus... donc là, ici, on est à 0,05 € par kilowattheure. Et puis ici, on doit être à 0,16 € par kilowattheure. Quelque chose comme ça, voilà. Donc, premier Take Home Message. L'énergie solaire photovoltaïque est désormais compétitive par rapport aux autres sources d'énergie électrique avec des coûts allant de 5 centimes d'euros par kilowattheure pour une installation au sol à 0,16 € par kilowattheure pour une petite installation résidentielle en toiture. Voilà, et puis ceci, je l'ai tiré d'une vidéo produite par le European Energy Research Alliance. Donc c'est un programme européen conjointe de l'Alliance européenne de la recherche énergétique, dont l'objectif est d'accélérer le développement de l'énergie solaire photovoltaïque grâce à des activités de programmation conjointes menées par les principales industries de recherche européennes. Tant que l'Europe se met ensemble pour un petit peu booster le photovoltaïque. Et vous avez ici une comparaison des coûts. Alors, les 4-5 centimes d'euros par kilowatt, ici par kilowattheure, pardon, c'est ce que je vous ai présenté, c'est plutôt les centrales au sol. Hein. Mais il n'empêche que on peut comparer les énergies les unes par rapport aux autres, et non, le solaire n'est pas une énergie, est une énergie compétitive par rapport aux autres types d'énergie. Hein, je vous ai donné ici une référence que vous pouvez aller vérifier. Voilà, donc là, j'ai un petit peu enfoncé des portes ouvertes pour aller au cœur du sujet. Voilà. Donc je souhaite vous présenter le principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque. En fait, c'est très simple. Vous faites la même tête que mes étudiants quand je leur dis ça. Je vous assure, c'est en fait très très simple. Il s'agit de transformer la lumière en courant électrique directement, sans pièces mécaniques en mouvement, pas d'usure, sans consommation de matière. Alors, magie, fraude scientifique, ou pas? Voilà, la réponse est ou pas. Alors voilà, donc les acteurs, je vous présente les acteurs pour comprendre ces phénomènes. Les acteurs, d'abord, l'acteur premier, le photon. Je vous ai représenté ici. Voilà, je vous ai présenté ici ce qui vient du spectre solaire en intensité. Donc vous savez que le spectre solaire, vous pouvez vous en convaincre hein, si vous voyez un arc-en-ciel, en fait, contient plusieurs couleurs qui ont plus d'intensité les unes par rapport aux autres. Hein, on reçoit plus de vert que de bleu, que de rouge, etc. Donc ça, c'est ce qui nous vient du Soleil, le spectre solaire. En fait, ces différentes couleurs qu'on peut diviser en 7 historiquement, hein, violet, bleu, etc., ce sont ce qu'on appelle des photons, des grains d'énergie si vous voulez. Et à une couleur est liée une énergie. Ce sont des grains d'énergie. Alors, je vous propose de diviser finalement ce spectre solaire qui nous arrive, qui va ensuite être transformé en électricité au travers de la cellule photovoltaïque. Je vous propose de le diviser en juste 3 couleurs, 3 photons, 3 énergies. Vous avez ici le photon rouge. Rouge, ça veut dire faible énergie. Ne vous fiez pas ici
à cette direction. Ici, en fait, on a l'habitude de présenter les spectres comme ceci. Les faibles énergies sont à droite et les fortes énergies sont à gauche. Donc, le rouge, faible énergie. Le vert, on va dire énergie moyenne. Et puis les photons bleus, c'est des photons de forte énergie. Donc, forte énergie, énergie moyenne et faible énergie. Voilà, donc, premier acteur, le photon. Deuxième acteur, l'électron. L'électron, c'est une charge négative, découvert par Thomson en 1897. Mais je vais revenir parce que je vais vous décrire quelques éléments d'histoire. C'est bien de comprendre, d'écrire dans une histoire, pour comprendre d'où viennent les cellules photovoltaïques. Alors, je reprends mon thème, le cycliste, hein, si vous me permettez, avec une charge négative ici. Donc ça, c'est un électron en mouvement. Un électron en mouvement, c'est un courant électrique. Un courant électrique, ce sont des électrons en mouvement, tout simplement. Et puis l'intensité du courant dépend du débit de ces cyclistes avec une charge électrique, donc de ces électrons. Donc l'intensité du courant dépend du nombre d'électrons, de la vitesse des électrons, donc de leur débit. Ça, c'est le courant électrique. Donc, vous voyez, le photon, l'électron. Et puis, nous avons la matière. Ici, je vous ai mis, complètement par hasard, du silicium. Tiens donc. Hein, vous avez ici un beau lingot de silicium, bien pur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des atomes qui sont ordonnés dans la matière, ce qu'on appelle un cristal. Vous voyez, ces atomes-là, ils sont bien disposés les uns par rapport aux autres. Et puis, cette unité de base, on va la retrouver partout, dans toutes les directions de l'espace. Ça constitue mon silicium. Vous voyez? Donc ça, c'est un atome de silicium ici. Donc, pour les besoins de l'exposé, on va imaginer que ce silicium, ces atomes sont mis à plat. En 2 dimensions, c'est plus simple. Vous voyez ici ces atomes de silicium. Eh bien, ces atomes de silicium, ils sont liés les uns aux autres. La matière, elle est dure. Et ce qui va lier ces atomes, c'est la mise en commun d'électrons. En fait, s'ils sont liés, c'est parce qu'ils mettent en commun des électrons. Vous voyez, un électron ici, venant de cet atome de silicium, et un électron ici, venant de cet atome de silicium. Et en les mettant en commun, on a une liaison chimique, vous voyez, qui est très, très forte. Voilà. Donc, ici, vous avez des électrons de liaison. C'est des électrons qui sont liés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont liés à cette liaison. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ne sont pas libres. S'ils sont liés, ils ne sont pas libres. Donc s'ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas participer à un courant électrique. Pour qu'ils participent à un courant électrique, il va falloir libérer ces électrons. Voilà, libérons les électrons. Donc l'électron lié, il est lié par cette liaison chimique, dans cette liaison chimique, et l'électron libre donne le courant électrique. Alors comment est-ce qu'on libère des électrons? Est-ce qu'on va les libérer, ces électrons? On va les libérer, alors j'oserais dire, grâce à Einstein, qui a compris ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Vous voyez, électricité, photon. Et Einstein, en 1905, a écrit que la lumière est constituée de photons, très bien, des quantas d'énergie, très bien. Cette énergie permet de l'extraction d'un électron d'un atome. Donc, il permet de libérer ces électrons de liaison. Lui donnant une énergie égale à son énergie de liaison, le reste étant emporté par l'électron sous forme d'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, regardez, si j'ai un atome isolé avec ses électrons autour, un électron peut absorber un photon, donc il ne s'agit pas d'une collision, le photon c'est de l'énergie. Donc l'électron va absorber de l'énergie, donc il va avoir de l'énergie supplémentaire, suffisamment pour être extrait ici de cet atome. Voilà, puis on se retrouve avec un électron qui va aller bagnoder, il va pouvoir, et puis un atome sur lequel il manque un électron. Alors, ça se traduit comment dans le silicium? Parce que c'est ce qui nous intéresse, le silicium. Ça se traduit comment dans ce matériau qu'on appelle semi-conducteur? Vous voyez, je place mes jalons pour la suite. Eh bien, vous avez le silicium avec ces électrons de liaison, donc qui sont liés, qui ne peuvent pas participer à un courant électrique, et puis le photon ici qui arrive, c'est un photon vert. Un photon d'une énergie moyenne. L'énergie du photon vert, ici, va être suffisante par ce processus qu'a décrit Einstein, qui d'ailleurs a eu le prix Nobel pour ça, hein, mine de rien, au passage. Eh bien, l'énergie du photon est suffisante pour extraire, donc vous voyez, cet électron de liaison, puis cet électron de liaison,
il est arraché à sa liaison et puis il va pouvoir aller librement autour des atomes. Il a été libéré. Et un atome libéré n'a qu'une seule envie, c'est de participer à un courant électrique pour peu qu'on l'y invite. Ouais, c'est comme ça que fonctionne une cellule photovoltaïque. C'est tout simple finalement. On va absorber l'énergie des photons qui viennent du Soleil. Pour peu que l'énergie de ces photons soit suffisante pour libérer l'électron liaison. Et puis ensuite, on va avoir ces électrons qui vont pouvoir librement participer à un courant électrique. L'électron lié de liaison est transformé en électron libre, qui peut participer à un courant électrique. Ok, donc ça c'est le cas pour le photon vert. Alors, une autre manière qu'on a pour transcrire ces choses, c'est ici de reporter ce qui se passe ici en diagramme qu'on appelle un diagramme d'énergie. Vous voyez, ça c'est l'énergie. Ici, quand les électrons ici sont liés, ils sont dans un état de basse énergie. Ils n'ont pas l'énergie suffisante pour aller bagnoder autour des atomes du réseau ici. Donc ce sont des électrons liés, on va dire qu'ils sont au rez-de-chaussée. Pour qu'ils puissent participer à un courant électrique, il va falloir les extraire de cette liaison, comme ceci. En fait, ça correspond ici à les envoyer du rez-de-chaussée au premier étage en absorbant l'énergie du photon. Donc si l'énergie du photon est suffisante, encore une fois, il est apparemment pour ce photon vert, ces électrons, vous voyez, vont être arrachés de leur liaison pour être libérés. Donc tout se passe comme si ces électrons qui sont au rez-de-chaussée en ce qui concerne l'énergie, ils vont passer du rez-de-chaussée au premier étage. Donc là, ils sont dans un état d'énergie qui est supérieur ici. Et puis là, vous voyez, ils ont un boulevard autour d'eux. Là, ils sont libres. Ils sont libres de participer à un courant électrique. Vous voyez, retenez ce diagramme en énergie, tout simple à comprendre. Donc là, l'électron, il est comme s'il était sur une chaise. Voilà, il attend, et puis il absorbe son photon. Il absorbe un photon. Ce photon lui donne suffisamment d'énergie pour aller ensuite se lever de sa chaise et puis aller gambader, par exemple, sur l'estrade. Notez bien quand même que cette hauteur du premier étage ici, donc en fait l'énergie nécessaire pour l'arracher de sa liaison, dépend du matériau. Ce n'est pas la même énergie. Si le matériau est, alors, ce qu'on appelle du phosphure de gallium, c'est un semi-conducteur aussi utilisé, je passe, le silicium, ou si c'est un autre semi-conducteur comme le germanium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces matériaux ne vont pas absorber de la même manière les photons. Par exemple, si le silicium est capable d'absorber le photon vert, celui-là peut-être pas, parce qu'il faut, vous voyez, ça, c'est le premier étage ici, il est plus haut en énergie. Donc peut-être que le photon vert ici, il n'a pas suffisamment d'énergie pour faire passer un électron sur le premier étage. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir suffisamment d'énergie pour extraire l'électron de liaison. Donc on a par derrière tout ça, ce que je vais amener à vous dire, c'est que il y a une problématique qu'on appelle une problématique matériaux. Avant la problématique de la technologie, une problématique matériaux. On ne va pas utiliser n'importe quel matériau pour absorber le rayonnement lumineux. Revenons à notre silicium. Et puis tiens, les électrons sous forme de cyclistes, on reste dans le thème. Donc ici, ces électrons sont des électrons de liaison. Donc je les ai mis au rez-de-chaussée. Là, il n'y a pas la place. Là, les cyclistes ne peuvent pas bouger, il n'y a pas la place. Et celui-là, il ne peut pas aller là, celui-là, il ne peut pas aller là, celui-là, il ne peut pas aller là. Donc pour que les cyclistes puissent bouger, participer à un courant électrique, ici, donc des cyclistes chargés, ce sont des électrons, eh bien il faut les amener au premier étage où là, ils ont un boulevard ici. Donc là, ils peuvent bagnoder entre les atomes du matériau. Alors pour ça, comment ? Voilà, j'envoie un photon d'énergie moyenne mais suffisante pour être absorbé et envoyer un des électrons ici au premier étage. Et puis là, là, il peut participer, il est libre, il peut participer à un courant électrique. En fait, là, il a été libéré de sa liaison. Au passage, le photon a été absorbé, il n'existe plus. Puisque, en fait, il est dans l'énergie de cet électron. Regardez, la preuve.
il a bougé. Au passage, ça veut dire que là, il y a un trou ici. Il y a une énergie, il manque un électron dans la liaison, dans une des liaisons. Ça veut dire que celui-là, il peut faire ça. Celui-là, il peut faire ça aussi. Vous voyez, donc ce qu'on appelle ici, en physique, le manque d'électrons, c'est un trou. On ne peut pas inventer la poudre en disant ça. Ben le trou, il peut aussi aller de droite vers la gauche. Et puis on peut lui attribuer, comme c'est un manque d'électrons, on peut dire, ben tiens, allez, on va dire que c'est une charge positive. Donc les charges négatives vont à droite ici, les charges positives à gauche. Vous voyez, mais alors, qu'en est-il de mes autres photons? Je vais dire, on a 3 photons. Un vert, un rouge, un bleu. Le rouge, c'est un photon de faible énergie. Donc je l'envoie dans mon matériau, semi-conducteur, silicium, faible énergie. Eh bien, lui, il n'a pas l'énergie suffisante pour extraire les électrons de liaison. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il passe. Il passe sans être absorbé. Autrement dit, pour ce photon de faible énergie, le matériau est transparent. Il n'est pas absorbé. Alors si je regarde mon diagramme en énergie, ben, il se passe que les électrons de liaison restent au rez-de-chaussée et puis ils ne vont pas au premier étage et le photon passe son chemin. Et ben ça, c'est de la perte. Vous envoyez le spectre solaire sur un matériau, ben, il y a toute une partie des photons qui ne sont pas absorbés, qui sont perdus. Et vous voyez que je vais vous amener progressivement vers la notion de rendement d'une cellule. Ça, c'est une perte de rendement. C'est de l'énergie qui est perdue. Et il est perdu, cette énergie, par ce qu'on appelle par transparence. Une cellule solaire n'absorbe qu'une partie du spectre lumineux, parce que tous les photons rouges ici n'ont pas l'énergie nécessaire pour être absorbés. Première perte. Ensuite, les photons de forte énergie, les photons bleus, beaucoup d'énergie. Ben, eux, il n'y a pas de souci, parce qu'ils ont suffisamment d'énergie pour extraire un électron de liaison. Donc ils sont forcément absorbés. Par contre, donc si l'énergie du photon est bien supérieure à l'énergie de liaison, c'est le cas. Donc ouais, on sent bien que cet électron, regardez, puis il fait ping, ping, ping. Ah, j'ai essayé de faire au mieux, mais je n'ai pas pu faire mieux que ça. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait? L'énergie du photon, il est très important. Et c'est ce que nous a dit Einstein il n'y a pas longtemps. L'énergie est suffisante pour extraire l'énergie de liaison, mais en fait, il a trop d'énergie, ce photon bleu. Donc, l'électron, en fait, il a non seulement pu aller de sa liaison dans le réseau, mais en plus, il a trop d'énergie, c'est trop d'énergie cinétique, en fait. Et c'est pour ça que, en fait, cet électron, eh bien, il a tellement d'énergie cinétique qu'il va aller percuter les atomes du réseau. Joyeusement, mais il va les percuter. Un atome, c'est une masse à peu près 2000 fois supérieure à celle de l'électron. Donc il se prend des murs à chaque fois. Donc laissez-moi vous dire qu'il va freiner rapidement. Quelques picosecondes, c'est-à-dire c'est très très rapide. On dit là que, en fait, quand l'énergie de l'électron est trop importante, on peut lui attribuer une température. Donc on dit qu'il est chaud. Ben, en percutant les atomes, il refroidit rapidement. C'est ce qu'on appelle la thermalisation. Voilà. Ping, ping, ping. Donc là, il est retombé à une vitesse non excessive. Il a perdu de l'énergie. Et bien ça, cette perte d'énergie par thermalisation, c'est la deuxième source de perte pour le rendement. Première source de perte, la transparence pour les photons rouges qui n'ont pas assez d'énergie, mais pour les photons bleus, ça donne lieu à des électrons qui vont perdre de l'énergie. En d'autres termes, si je regarde mon diagramme en énergie, donc ce photon bleu est absorbé par cet électron de liaison qui est envoyé dans le réseau, donc qui est envoyé au premier étage, mais il est envoyé beaucoup trop haut. Et il retombe rapidement ici vers ce qui est juste l'énergie de liaison. Encore une fois, cette perte est appelée perte par thermalisation. Et c'est la deuxième source de perte de rendement des cellules photovoltaïques. Voilà, donc,
Le photon vert est absorbé. Alors je reprends mon photon vert, hein, celui qui a juste l'énergie qu'il faut pour l'instant. Voilà, donc ce photon vert est absorbé. J'étais un petit peu vite. Voilà. Un électron ici de liaison backdonné dans le cristal. Donc il est envoyé au premier étage, et puis là, ben là, il peut mouvoir comme il veut, et donc participer à un courant électrique. Alors, il a deux choix finalement. En réalité, on va essayer de ne pas lui donner le choix, parce qu'il a deux choix. Vous voyez cet électron qui est avec ses atomes autour, il n'a qu'une envie, c'est de revenir comme électron de liaison, de perdre son énergie. Vous voyez, la personne qui est en train de déambuler ici n'a qu'une envie, c'est de s'asseoir pour être sur son minimum d'énergie. Il peut le faire de deux manières. Directement, c'est-à-dire revenir là où il était, sans dire rien à personne. Ben nous, on avait évité ça, parce que ça ne sert à rien. Ça ne va produire aucun courant électrique. Nous, ce qu'on a envie de lui faire, c'est de le passer, cet électron, dans un circuit électrique extérieur. Donc il va revenir là. Il va revenir vers son minimum d'énergie. Il va revenir sur sa liaison. Mais on va le faire passer par un circuit électrique ici. Vous voyez? Et là, en passant par un circuit électrique, ben vous aurez dans ce circuit électrique un débit d'électrons, un courant. Peut être une résistance, hein, par exemple, donc c'est un circuit électrique. Puis vous voyez que donc, ces électrons ici, premier étage, vont descendre en énergie en passant par ce circuit électrique. Et donc on va produire une puissance électrique. Cette puissance électrique, c'est cette hauteur, en fait, qui est une tension. La hauteur entre le premier étage et le rez-de-chaussée ici va nous définir la tension électrique qu'on va pouvoir avoir. Tension électrique multipliée par le débit d'électrons ici, c'est le courant. Vous voyez, vous avez ici production d'une puissance électrique à partir de photons qui ont été absorbés. Voilà, c'est tout simple. Ça, c'est le fonctionnement d'une cellule photoélectrique. Bon alors, je reviens à mes autres photons. Le photon de faible énergie, il n'est pas absorbé, il est perdu. Perte d'énergie de transparence. Donc il passe pas dans il n'y a aucun électron qui va passer dans le circuit électrique à partir de ce photon rouge qui n'est pas absorbé. Et puis le photon bleu, vous voyez, il est absorbé, mais alors avec une énergie considérable. Très rapidement, il va collisionner joyeusement sur les atomes du matériau, perdre son énergie, jusqu'à revenir à cette énergie beaucoup plus raisonnable, qui va définir la tension électrique. La tension, elle est la même que ce que je vous ai présenté précédemment. Et puis après, il passe dans le circuit électrique, et puis il revient sur son état d'énergie, vous voyez, en ayant perdu son énergie dans le circuit électrique. Donc la puissance électrique ici, c'est toujours la même tension parce qu'elle dépend du matériau. Ce premier étage dépend du matériau. Vous voyez, si le matériau a un premier étage, donc une énergie de liaison qui est faible, on va avoir une tension qui va être plus faible. Vous voyez, il y a vraiment une question de problématique matériaux derrière la cellule solaire. Donc en d'autres termes, ici je vous représente encore une fois le spectre lumineux qui vient du Soleil. Alors je n'ai pas mis les couleurs, mais ici vous avez le rouge. Je vais vous le donner après, forcément. Vous voyez, donc le spectre lumineux qui vient du Soleil, ce qu'on aimerait, nous, pour avoir un rendement, allez, rêvons, de 80 ou 100%, c'est que l'ensemble de ces photons puisse donner lieu à des électrons qui participent à un courant électrique en ne perdant aucune énergie. Dans ce cas-là, on aurait un rendement de 100%. On a vu que les photons rouges ne sont pas absorbés. Voilà, donc on a une perte d'énergie. Donc on a un rendement qui diminue par rapport aux 100%. Et puis on a vu que les photons bleus sont absorbés mais avec beaucoup d'énergie, mais vont collisionner sur les atomes du horizon et donc perdre de l'énergie par thermalisation. Donc vous avez ici deux sources de perte d'énergie, ce qui fait que la puissance disponible théorique maximale,
produire une puissance électrique, voilà, c'est juste ça, c'est cette surface. Et vous pouvez remarquer que cette surface par rapport au spectre lumineux ici, cette surface c'est à peu près typiquement un tiers. Hein? Allez, à vue de nez, ça c'est un tiers du spectre lumineux. Mais effectivement, quand on fait des calculs très savants, mais a-t-on besoin de faire des calculs très savants parce qu'on le voit ici finalement, le rendement qui est la puissance électrique théorique qu'on va pouvoir extraire, divisé par ce qu'on entre dans la cellule, c'est-à-dire le spectre lumineux dans son ensemble ici, ce rendement maximum est de 32%. Ça, c'est un rendement théorique physique, on ne peut pas le dépasser. C'est-à-dire que si vous entendez quelque part dire qu'un matériau en lui-même, on a découvert un nouveau matériau qui en lui-même va pouvoir produire des rendements de 60%, non, c'est pas vrai, parce qu'on ne peut pas dépasser avec un matériau 32% de rendement. C'est la théorie qui le dit, c'est ça, effectivement. Donc, le rendement théorique d'une cellule simple, maximal, on ne peut pas le dépasser, c'est 32%. Puis je ne parle pas des autres sources de pertes, bien évidemment, ça c'est les pertes les principales. C'est la limite théorique. Mais le rendement, le record de rendement d'une cellule solaire est à 47%. Bon, magie, triche, ou pas. La réponse est la même que tout à l'heure, ou pas. Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Je vais maintenir le suspense. Le rendement maximum de laboratoire d'une cellule photovoltaïque, c'est pas 32%, c'est 47%. Voilà. Je vais vous expliquer comment plus tard, vous verrez, en fait c'est très simple à comprendre. Alors, je continue. Là, je vais vous passer un take home message, encore une fois. Vous voyez, parce qu'avec la notion de rendement, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. La lumière solaire, bon, 1000 watts par mètre carré. En été, à midi, à Lannion, sans nuages. Donc, à une cellule solaire de 1 mètre carré avec un rendement de 20%, pour une cellule solaire, silicium, 20%, dans ce cas-là, on a une puissance nominale de 200 watts. Vous voyez, 1000 watts multiplié par 20%, multiplié par 1 mètre carré, on a 200 watts, la puissance nominale. En réalité, on a des alternances jour-nuit, etc. Donc un soleil traversant les nuages, on perd 600 watts par mètre carré. Si le soleil est visible sous forme de disque blanc, à peu près 300 watts par mètre carré. Le jour couvert en hiver, 100 watts par mètre carré. Vous voyez, on n'est plus à 1000 watts par mètre carré. On a les cycles jour-nuit, les alternances de saison. Voilà. Et le facteur de on a ce qu'on appelle le facteur de charge. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Le facteur de charge, on va appeler du cycliste, puissance nominale de 400 watts. S'il arrive à tenir pendant une heure, durant une heure, on a 400 watts-heure. En fait, il ne tient que 20 minutes, donc un tiers du temps. Vous voyez ? Donc le facteur de charge est de 33% dans ce cas-là. Mais c'est pareil pour les cellules solaires. Le rayonnement moyen reçu en France est de 165 watts par mètre carré, ce qui fait que le facteur de charge est de 13,7%. Bien évidemment, il faut en tenir compte. Et puis vous avez ici le facteur de charge solaire moyen en 2021 selon les régions. On ne va pas commenter plus que ça. Non, mais enfin, c'est pas si entre 14,3% et 11,6%, on n'est pas quand même pas... mais c'est plus petit. Donc en fait, si on tient compte de ce facteur de charge, tout se passe comme si on n'avait pas une puissance nominale de 200 watts, mais plutôt de 27 watts, en conditions réelles, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. D'où la question suivante. Sachant que la production d'électricité en France en 2020 était de 500 TWh. Sachant que la somme des surfaces cadastrales de la France métropolitaine est de 547 030 km², vous avez des calculettes ou j'ai oublié de vous préciser que... Voilà. Avec une hypothèse de cellules solaires avec un rendement de conversion de 20%, l'hypothèse du facteur de charge, 13,7% en moyenne. Question, vous avez 5 minutes.
Quelle est la surface des cellules solaires qui serait nécessaire pour produire cette quantité d'électricité en pourcentage des surfaces cadastrales? Bon, ça, c'est un exercice que je donne à mes étudiants, par exemple. Alors, cette question, j'ai l'habitude de la poser autour de moi. Quelle est la surface qui nous... Alors, imaginez, par exemple, qu'on n'utilise que de l'énergie solaire, mais ce ne sera jamais le cas, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, bien évidemment, mais imaginez, pour avoir un ordre d'idée, si on utilise des cellules solaires avec le facteur de charge de 13,7%, un rendement de 20%, ce qui est raisonnable, pour la production d'électricité en France, quelle surface est-ce qu'il nous faudrait? Alors, ça dépend de beaucoup de choses, mais là, on va juste calculer cette surface moyenne, simplement pour avoir un ordre d'idée. Et quand je pose cette question, alors je l'ai posée à mon allergologue, je l'ai posée à ma coiffeuse, je l'ai posée à mon dentiste, pas longtemps d'ailleurs, à des voisins, un partenaire de tennis de mon fils, etc., etc. Alors voilà les réponses que j'ai et que je vous propose. Première réponse, oh là là. Non mais véridique, hein. Oh là là. Deuxième réponse, plusieurs fois la surface de la France. Après, 40% du territoire français. Ah déjà, 20% du territoire français, 1% du territoire français. À votre avis, la bonne réponse est quoi? Oh là là. Alors, j'ai 40% ici. Qui dit mieux? 20%. Faites le calcul. Vous avez toutes les données. C'est 1% du territoire français. C'est 1%. En réalité, non, c'est pas tout à fait 1%. Ben, on n'est pas. Alors, en réalité, quand on fait le calcul avec toutes les données, on trouve 0,5%. L'ordre de grandeur, c'est le pourcent, 5000 km². Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. En réalité, quand on fait le calcul, on a plutôt 0,5%, 3000 km². Et puis en Bretagne, peut-être... Oui, mais enfin, les facteurs de charge, finalement, sont pas... Voilà, bon. Ben donc, donc on a un ordre de grandeur qui est quand même intéressant. Alors bien sûr, c'est facile de faire ce calcul, puis par derrière, il y a quand même 3000, 5000 km². 5000 km², c'est 10% des surfaces artificialisées en France. Si vous regardez les toitures, par exemple, alors je crois que d'ailleurs... Ah oui, Tech Home Message, qui arrive là. Mais vous voyez qu'on n'est pas... On entend beaucoup dans les médias, sur Internet, des surfaces qui sont absolument rédhibitoires. C'est pas vrai. Alors, ça cache beaucoup de choses derrière, l'alternance journée, etc. Hein, c'est juste un ordre de grandeur. Mais cet ordre de grandeur nous permet quand même de comprendre les choses. C'est possible. C'est tout à fait possible d'utiliser l'énergie photovoltaïque de manière raisonnable, en utilisant des surfaces artificialisées. Et la France a le potentiel en toiture le plus important en Europe, par exemple aussi, il faut le savoir. Donc Tech Home Message, donc encore une fois que vous retrouverez, vous pourrez aller vérifier, même creuser hein, sur comment ce fascicule qui est fait par FedPV. Ça vient de l'ADEME. La surface artificialisée en France représentait environ 9% du territoire en 2018, avec la répartition suivante. 17% des surfaces artificialisées correspondent à des sols bâtis, maisons ou immeubles, 44% à des sols revêtus ou stabilisés, 38% à d'autres espaces, jardins, chantiers, etc. Alors, j'ai exprès mis des phrases pour que vous retrouviez les choses si vous allez chercher ce fascicule. L'estimation des besoins de solaire en France. Alors, estimation, ça veut dire qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a plusieurs stratégies possibles. Une des stratégies, dans une de ces stratégies, c'est de dire, voilà, le solaire, pourquoi pas avoir un photovoltaïque solaire dont la production permettra 150 TWh à 250 TWh. Voilà, donc prenons cette hypothèse. Selon cette hypothèse de scénario de mix électrique, pour 2050 par exemple, c'est tout à fait possible, par exemple 200 TWh, potentiel de toiture d'au moins 125 TWh, un potentiel en friche industrielle ou en brière de parking de 69 TWh,
et puis de nouveaux modes d'implantation à l'étude. Ça veut dire que le potentiel, on l'a, effectivement. Il ne faut pas 20% du territoire français couvert de cellules photovoltaïques. C'est tout à fait raisonnable à une échelle jusqu'à 2050. Donc ça fait partie des scénarios tout à fait sérieux de mix énergétique que vous trouverez dans la programmation pour l'énergie électrique. Donc, nouveau mode d'implantation à l'étude. Alors, après, je ne vais pas détailler ces nouveaux modes, vous les trouverez facilement. C'est par exemple l'agrivoltaïque, sous réserve de régulation. Le photovoltaïque en mer, par exemple, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont étudiées pour augmenter le photovoltaïque en France. Alors, sans compter le bénéfice des recherches avec l'augmentation des rendements des cellules solaires, parce que plus on augmente le rendement des cellules solaires, moins on a besoin de surface. Ça aussi, il va falloir en tenir compte. Donc ça amène le potentiel de production à au moins 240 TWh si on tient compte d'une augmentation des rendements des cellules solaires. Vous voyez, je vous ai parlé de 500 TWh tout à l'heure. Là, on est à 240 TWh. Le photovoltaïque, c'est sérieux. Donc, take home message, le développement du solaire PV ne nécessite donc pas l'artificialisation de nouvelles surfaces. Voilà. Alors, je sais que quelquefois, un petit morceau de forêt, effectivement, pour du photovoltaïque au sol. Pourquoi? On l'a vu. Parce que le photovoltaïque au sol coûte beaucoup moins cher, 5 centimes. Mais il n'empêche que le développement du solaire PV ne nécessite pas l'artificialisation de nouvelles surfaces. On a déjà le potentiel. Maintenant, vous connaissez parfaitement ce que c'est, comment fonctionne une cellule photovoltaïque. Je vais faire un petit peu d'histoire. C'est toujours bien de s'inscrire dans l'histoire pour savoir où on se trouve. Il faut toujours regarder derrière et s'inscrire dans cette histoire. Donc très rapidement, l'histoire du photovoltaïque. Vous verrez que ça commence, en fait, il y a quand même pas mal de temps. Le précurseur, le père fondateur, c'est Becquerel, Alexandre Edmond Becquerel. Alors méfiez-vous parce que des générations de Becquerel, il y en a 4. Hein. Donc c'est Alexandre Edmond Becquerel, qui étudiait le chlorure d'argent. Pourquoi le chlorure d'argent? La photographie. Donc le photovoltaïque, en fait, la base du photovoltaïque, ça vient de la photographie. Vous voyez, l'exposition des sels d'argent à la lumière. Et lui, ce qu'il a étudié, c'est bien essayer d'avoir des photographies couleurs à l'époque. Vous voyez, c'était ça ses études. Et en fait, il observe le premier effet photovoltaïque en étudiant la nature de la lumière. Donc il a observé, alors je ne sais pas si je l'ai mis complètement, voilà, des électrodes, ici, qui étaient recouvertes de chlorure d'argent. Voilà, le matériau phare à l'époque pour la photographie. Une seule était éclairée, et puis il a branché ça sur un appareil qui mesurait le courant, et puis il a obtenu quelques microampères. Voilà. Et comme il souhaitait étudier l'influence des couleurs, essayer de faire la photographie couleur, il a regardé, il avait son photon rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, etc., violet. Et puis il s'est aperçu qu'il n'avait un courant qu'à partir d'une certaine couleur, d'une certaine énergie. Et donc voilà ce qu'il obtenait. Donc le courant électrique qu'il obtenait ici en fonction de l'énergie des photons. C'est exactement l'effet photovoltaïque. Il venait de découvrir l'effet photovoltaïque. Et puis il l'a interprété d'une belle manière. C'est un exemple de dégagement d'électricité dans une décomposition chimique. Alors après, quand on réfléchit un peu aux choses, en fait, il a décrit d'une certaine manière ce que c'était que l'effet photovoltaïque, déjà. 1839. Voilà, donc le père fondateur, pas suffisamment connu, du photovoltaïque, c'est Edmond Becquerel. Puis après, il a étudié plusieurs autres types de matériaux. Vous voyez, quand je vous ai dit que l'effet photovoltaïque, c'est beaucoup une histoire de matériaux. Ensuite, 35 ans plus tard, le sélénium prend le relais. Tiens, on n'est pas encore au silicium, le sélénium. En 1870, Willoughby Smith a mesuré la photoconductivité du sélénium. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? En fait,
il était chargé de la pose du câble télégraphique transatlantique. Et puis pour aller mesurer s'il y avait des défauts, il a mis des petits composants à base de sélénium pour aller mesurer leur résistance, vous voyez? Juste pour voir s'il y avait des défauts. Ça marchait bien la nuit, ça marchait plus du tout le jour. Il s'est dit, tiens, il y a un problème. Non, c'est pas un problème, c'est un effet de photoconductivité. Une conductivité qui varie par l'absorption lumineuse, c'est ça. La résistance des matériaux s'est modifiée en fonction de l'intensité de la lumière à laquelle ils ont été soumis. Voilà, puis comme c'était un ingénieur, mais il s'est dit, il y a des choses à faire avec ça. 1873, 1883, Charles Fritz s'empare un petit peu de tout ça et crée la première cellule solaire. La première cellule solaire, c'était pas du silicium, c'était du sélénium. Bon, rendement de conversion, moins de 1%, d'accord, mais en fait, l'effet était là. Ça, je vous présente les premières cellules solaires. 1884. On aura attendu longtemps quand même, hein. Vous voyez, 1884, les premières cellules solaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas fait grand-chose? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas fait grand-chose? Parce que ça a été dénoncé comme une fraude. C'est un peu mon introduction, hein. J'ai fait exprès. Ça a été dénoncé comme une fraude, parce que c'était des plaques magiques, un mouvement perpétuel. Est-ce qu'on a généré de l'énergie sans consommer de matière, violant ainsi les lois de la physique? On ne comprend pas, donc on n'utilise pas. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais on n'utilisait pas parce que, en fait, on n'avait pas découvert l'électron, on n'avait pas découvert le photon, on n'avait pas découvert l'interaction entre le photon et la matière, donc on ne savait pas l'utiliser parce que fraude. Là, ensuite, 1897, découverte de l'électron. Ah, on avance dans la compréhension. 1905, Einstein écrit 4 articles qui ont servi de base à la physique moderne, en particulier l'effet photoélectrique que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça y est, les acteurs étaient mis en scène, et avec ces acteurs mis en scène, eh bien, on pouvait commencer à comprendre ce qui se passait réellement, comment fonctionnait une cellule photovoltaïque. L'effet photoélectrique devient un phénomène reconnu par les scientifiques. Voilà, et donc, maintenant qu'on comprend, on va pouvoir utiliser. Sinon, non, pensez bien. N'utilisons pas quelque chose qu'on ne comprend pas, jamais. Puis, il a obtenu le prix Nobel en 1921 pour sa découverte de la loi de l'effet photoélectrique. Le prix Nobel d'Einstein, c'est sur la découverte de l'effet photoélectrique. Ce n'est pas sur la relativité restreinte, ou etc. C'est sur cet effet-là. 1941, Russell Hall, des Bell Labs, dépose un brevet de la toute première cellule solaire en silicium. Ça y est, nous y voilà, le silicium. 1941. Et après, les choses vont assez vite. Toujours dans les Bell Labs, certains Fuller, Pearson et Chapin mesurent un courant dans ce qu'on appelle des diodes en silicium, peu importe. Enfin, peu importe, non, parce que la diode, c'est le matériau de base, c'est le matériau technologique, la brique technologique de base en microélectronique. Vous voyez, c'est la microélectronique aussi ensuite qui a amené le silicium, qui a amené les cellules en silicium. L'histoire, elle est là. Donc il y a eu un projet de cellules solaires dans les laboratoires Bell, on comprenait ce que c'était que le photon, l'électron, l'effet photoélectrique, donc allons-y gaiement. Fabriquons des cellules solaires à base de silicium, parce que le silicium est un matériau bien connu, parce que c'est le matériau de base de la microélectronique, et rapidement des rendements de 6% ont été démontrés. Ça commence à être intéressant, 6%. Alors ça commence à être intéressant, pourquoi ? 25 avril 1954, démonstration d'un moteur et d'une radio à énergie solaire, naissance des cellules solaires modernes. Ça commence à être intéressant, pourquoi ? J'y viens. 1955, première cellule à base, tiens donc, du Cu2S CDS. D'autres matériaux que le silicium. Du CDS, bien, continuons. Première cellule en arsenure de gallium. Bon, tiens, d'autres matériaux. Ça évolue. Alors oui, c'est intéressant, pourquoi ? Dans un premier temps, c'est intéressant pour l'industrie spatiale, à la recherche de solutions pour alimenter les satellites. Et ça, c'était le premier levier de développement des cellules solaires. Pour développer, il faut des financements, et là, il y avait des financements en veux-tu, en voilà. Et donc, des financements de l'industrie spatiale a permis le développement, dans un premier temps, des cellules solaires. En 1958, le satellite Vanguard 1 a été le premier satellite à énergie solaire. Et puis ensuite, il y avait plusieurs satellites lancés avec des cellules solaires à bord. Voilà. Et puis là, on pouvait y aller, c'est-à-dire que peu importe le prix de la cellule solaire, parce qu'à l'époque, ça coûtait cher, mais peu importe, parce que c'était pour des satellites. Donc,
C'était un pouillème dans quelque chose de très cher. Donc ça a été le moteur du développement des cellules solaires jusqu'au début des années 70. Ensuite, du fait des pressions de développement, des progrès rapides du rendement de conversion, 8%, 57, 9%, 58, 10%, 59, 14% en 60. Et en 58, tiens, les premières solaires, silicium, apparaissent en France, fabriquées par un certain Michel Redeau, du CEA, me semble-t-il, qui, je peux me tromper, mais il me semble que oui, qui a développé les premières cellules silicium en France, 1958. Pas si mal. Et puis vous voyez qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on a une baisse du coût des cellules solaires. 1960, ralentissement du développement de rendement des cellules solaires en silicium, parce qu'à un moment donné, on arrivait presque à saturation quand même. Mais des progrès rapides pour des cellules basées sur... Tiens donc, allez, on retrouve le CDS, CDTE, CDS. Qu'est-ce que c'est que ces matériaux? Le CDTE. Le CDTE, le tellurure de cadmium, un poème. J'adore ça, le tellurure de cadmium, c'est beau. C'est toxique, mais c'est beau. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des couches minces. On verra ça un peu plus tard. Vous voyez, je pose quelques jalons, ce sont des couches. On a le silicium, puis apparaît là ce qu'on appelle des cellules en couches minces. En 69, des cellules en silicium amorphe. Beaucoup moins cher à fabriquer que le silicium, en réalité cristallin, du silicium amorphe. Toujours en film mince, tiens donc. Voilà, 61, les cellules en tellurure de cadmium, film mince, 5-6% d'efficacité de conversion. C'est intéressant. Et puis 73, la crise du pétrole, deuxième levier de développement. Donc là, en réalité, dans l'industrie spatiale, ce sont des cellules aptes à fonctionner dans l'espace. Pas tout à fait les mêmes que les cellules terrestres, puisque le spectre solaire dans l'espace, ce n'est pas tout à fait le même que le spectre solaire qu'on soit sur Terre. Sur Terre, il y a quand même des photons qui sont absorbés. Vous voyez? Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc en 73, la crise du pétrole, on recherche des sources d'énergie alternatives. 73, ça fait quand même... Il est temps qu'on se réveille quand même. 73, rendez-vous compte. Les prix du PV sont divisés par 10 entre 73 et 86 pour des applications maintenant terrestres. Ce sont les cellules solaires terrestres. 76, cellules... je retrouve le tellurure de cadmium et des cellules avec du cuivre, de l'indium, du gallium, du sélénium. Vous voyez, c'est ce machin-là. Ça, c'est la brique de base du matériau. Là-dedans, on a du cuivre, du gallium, de l'indium, du sélénium. Voilà, mais c'est encore un matériau cristallin. Tiens, c'est une couche masse, ça s'appelle le CIGS. Des couches masses. Je vais y revenir encore une fois. Puis les rendements de ces couches masses dépassent les 8% en 1980. Vous voyez, vous avez un exemple ici. Ah tiens, ça c'est intéressant, parce que apparemment, on a réussi à le déposer sur substrat souple, sur support souple. Vous voyez, là, il y a des applications au substrat souple. On peut les mettre de manière conforme sur des surfaces qui ne sont pas forcément planes. Voilà, 85, ce qu'on appelle les cellules organiques, ça je ne vais pas vous en parler. En 91, des cellules à colorant, dites cellules de Gradzeuil, Michael Gradzel de Lausanne, candidat au prix Nobel de chimie. Et ça nous donne des cellules bas rendement, mais bas coût aussi. Tiens, on va gratter les bas coûts. Bas rendement peut-être, mais bas coût. Voilà, vous avez... Par exemple, ici, une photo de ce type de cellules à colorant, cellules à pigments photosensibles. 2009, des cellules à base de pérovskite hybride ou pérovskite halogéné. Tiens donc, on en discutait tout à l'heure, des pérovskites. Rien à voir avec les cailloux du tout. Ce sont des matériaux dont le cristal est un assemblement pérovskite. 2009. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on va décrire les différents types de cellules. Voilà, donc ça, ce sont des cellules typiques à base de pérovskite. Bon, c'est petit encore, mais ça commence à devenir intéressant. C'était en 2009. 2019, des cellules 6 jonctions, ça joue 47,1%. Je vais vous en parler après de ça. Tiens donc, là, on est à 47,1%. Vous voyez? Et puis 2021, on marie des technologies.
Tiens donc, là on a du silicium, on a de la perovskite. Ah, rendement de 29,5% d'un certain Henry Sness, lui aussi candidat au prix Nobel de chimie avec Michael Gratzel. Pour l'instant, on a énormément une problématique finalement matériaux. Je vous présente ce qu'on appelle la classification périodique des éléments illustrés. Vous avez tous les éléments simples ici. Hein, vous retrouverez le sélénium, etc. Vous retrouvez tous les éléments chimiques qui existent, et en particulier le silicium. Et ce qui est intéressant, c'est que le silicium, comment est-ce qu'il est représenté dans cette table périodique illustrée? Ce qui est représenté pour le silicium, ce sont des panneaux solaires. Voilà, les panneaux solaires, c'est l'image la plus marquante pour cet élément silicium. Donc je vous ai parlé de silicium, je vous ai parlé de couche mince, je vous ai parlé de plein de choses. En fait, ce dont je vous ai parlé, ce sont les différentes filières technologiques. Les différentes filières technologiques, parce qu'il n'y a pas que le silicium, il y a autre chose. Enfin, le silicium, c'est quand même 96% de toutes les cellules, mais il y a autre chose. Il y aura de plus en plus autre chose. Donc la première génération de cellules, c'est des cellules à base de silicium. Silicium monocristallin, silicium polycristallin, 96% du marché en 2021. Ensuite, la deuxième génération, ce qu'on appelle des couches minces. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? En fait, le silicium, d'accord, c'est un matériau qui marche bien pour les cellules, mais en fait, le problème du silicium, c'est qu'il absorbe peu le rayonnement lumineux, ce qui est quand même dommage. Le silicium est un matériau qui est finalement assez peu absorbant. Donc il faut une épaisseur qui est importante. D'où l'idée d'utiliser d'autres types de matériaux qui absorbent beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on appelle les couches minces. Le tellurure de cadmium, le CIGS, le silicium amorphe. Je vous en dirai un petit peu plus si j'ai le temps là-dessus. Et puis on a une troisième génération de cellules solaires. Je vous en parlais aussi. Une génération de cellules qui donnent des rendements au-delà de la limite physique. Rendez-vous compte. Fraude, triche ou pas. Et puis tiens, des perovskites halogénés. Je vais vous parler aussi de l'histoire merveilleuse des perovskites halogénés. Matériau qui est utilisé pour faire des cellules photovoltaïques depuis assez peu de temps. Il y a toute une histoire derrière qui est rapide mais très intéressante. Toutes ces générations se retrouvent dans ce graphe qui décrit les records de rendement de laboratoire au fil des âges pour chacune des générations de cellules photovoltaïques. On retrouve, par exemple, ici en bleu, les augmentations. Alors ça ne commence pas en 56, etc. Ça commence en 76. Vous voyez le silicium ici, au fil des âges, les records de rendement ont augmenté jusqu'ici. En vert, vous avez les couches minces, justement. Bon, c'est un peu plus bas que le silicium, enfin ça augmente. Vous voyez, comme ceci. Ça augmente ici. Et puis les cellules bas coût, bas rendement ici, en rouge. Vous voyez. Et là, j'ai fait exprès, ça c'est un graphe qui date de 2005. Je vais maintenant vous montrer le même graphe en 2022. Attention les yeux. Ah oui, non, j'ai oublié. Je vous rappelle juste la limite théorique de 32% pour bien vous montrer qu'on arrive à frauder la science ou pas. Voilà, donc le même graphe, en 2022. Waouh! Ça veut dire que c'est un domaine où ça bouge beaucoup. Alors je ne vais pas vous décrire toutes ces lignes, et bien évidemment. Enfin, il y a quand même des grandes familles. La famille bleue, du silicium ici. La famille verte, des couches minces ici. Puis vous voyez que les records de rendement augmentent. Alors c'est des records de rendement de laboratoire, mais la recherche a pour vocation ensuite, pour certaines de cette filière, d'être commercialisée, bien évidemment. Vous voyez, c'est énorme. Bon, le silicium, on arrive à saturation quand même. Ça fait pour gagner le moindre 0,1%, ça se paie avec la peau des dents, si je peux me permettre. Pour le silicium, donc voilà. Puis vous avez cette famille. Bon, on va revenir sur cette famille très rapidement pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à, entre guillemets, frauder la science ou pas.
Voilà, puis vous avez, ah tiens, regardez ça, ça c'est intéressant. Regardez ça, c'est le record de rendement, une vraie fusée. Vous voyez, c'est assez extraordinaire ça. On va en parler aussi tout à l'heure, très rapidement. Voilà, donc ça c'est tous les records de rendement de laboratoire des différentes filières de cellules photovoltaïques. Bon, il existe aussi des records de rendement pour les modules, mais ça je ne vais pas vous en parler. Voilà, donc, bon, le roi là-dedans c'est le silicium, 96% des panneaux sont en silicium. D'où viennent ces panneaux? De Chine, du Canada. Ah ben non, ça s'est fabriqué aussi en Chine en fait. Corée, Chine. Ah, États-Unis quand même pour le 10e, First Solar. CDTE des couches minces. Il y a quand même ça. Le principal contributeur, on le sait tous, c'est la Chine. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à industrialiser en Europe. Parce que, ne le répétez pas, enfin, notre partenaire chinois a tendance à un peu faire de dumping et à baisser les coûts un petit peu, de manière aussi à tuer les industries européennes. Mais on a de quoi se défendre. Voilà, bon, les cellules en silicium, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, vous avez un cadre en aluminium, vous avez du polymère, vous avez la cellule en silicium, etc., etc. Puis vous avez aussi un petit peu d'argent pour les contacts électriques. Voilà, ça c'est une cellule silicium de base. Hein, je vais passer assez vite, ça c'est la cellule silicium, c'est une coupe de la cellule silicium de base. Et donc, ben, vous voyez, le circuit électrique il est là, donc il faut que les électrons passent comme ça. Comme ceci, donc il faut un contact face avant et un contact face arrière. Alors le contact face avant il est embêtant parce qu'il fait un peu d'ombrage. Voilà, donc ça, ça ce sont des cellules qui sont, allez, oserais-je le dire, vendues par Total Energy. En réalité, Total Energy a racheté la plus grosse partie d'un Américain qui s'appelle SunPower qui font les cellules les plus hauts rendements. Et vous voyez ici que les contacts sont tous en face arrière, donc là il n'y a pas d'ombrage, vous voyez ? Voilà des cellules ici où on a du silicium avec du silicium amorphe. Ben, on augmente les rendements comme ça. Et puis ces cellules, alors tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que le matériau là-dedans, il y a aussi de la technologie. Et qu'avec des solutions technologiques, on arrive à hausser les rendements. Mais encore une fois, ça se paye la peau des dents. Vous voyez, ça c'est d'une structure, d'une cellule, vous voyez, il y a plein de couches, il y a des architectures, donc je ne vais pas vous expliquer, mais enfin, technologiquement, ça commence à être assez pointu, mais ça permet d'obtenir des rendements qui sont élevés, notamment le record ici, pour ce type de cellule, 26,7%. Et là, on n'est pas loin de la limite physique, hein, vous voyez, on ne va pas pouvoir gagner beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on fabrique le silicium? Très rapidement, parce que là, j'ai un message à vous passer, un take-home message, comme je vous l'ai dit. Le silicium, c'est quoi? Ben, le silicium, c'est le deuxième élément le plus courant sur Terre. C'est le deuxième élément le plus courant sur Terre dans la croûte terrestre après l'oxygène. Après l'oxygène. Oxygène, ensuite silicium. Alors, ce qu'on prend, c'est, par contre, c'est du quartz ici qui est assez... bon, on essaye de prendre du quartz au départ qui est assez pur. Vous voyez. Et puis, ben finalement, on fait de la métallurgie. Pour fabriquer du silicium, c'est de la métallurgie. Ça, on sait faire. Hein. On sait faire. Donc, je vous ai mis juste pour impressionner le monde, quelques formules chimiques. Mais enfin bon, ça, voilà. Donc, du SiO2, c'est du quartz. Vous voyez, il y a le silicium, il est là. Ça, c'est du quartz. On rajoute du carbone. Et puis, on fabrique du silicium plus de CO. Et puis ce 2CO avec l'oxygène, CO2. Aïe, on rejette du CO2. Pas bon pour le bilan carbone, ça. En fait, le message que j'ai à vous faire passer, c'est ça, en fait. Le bilan carbone derrière tout ça. Et puis, haute température au-delà de 1500 degrés. Oui, il faut de l'énergie quand même, hein. Bilan carbone, etc. Voilà, et puis de ça, avec cette métallurgie, on fait ce qu'on appelle du silicium métallurgique qui est pur à 98-99,9%. C'est pas suffisant pour faire une cellule. Simplement, bilan carbone. Tiens, une tonne de silicium nous donne 3,14 tonnes de CO2. Et puis, il faut rajouter 12 MWh d'électricité. Ça entre dans le bilan carbone, ça entre dans le bilan carbone. Je vous fais remarquer que si on utilise de l'électricité décarbonée, le bilan carbone se casse la figure. Donc parce que quand on entend dire effectivement que le bilan carbone des cellules solaires est effroyable, de quoi parle-t-on?
Donc là, il faut bien regarder les choses un peu plus précisément. Et puis, encore une fois, il ne faut pas regarder la fabrication. 70% du bilan carbone est dans la fabrication des cellules en elles-mêmes, des panneaux. Mais il faut regarder le bilan carbone sur tout le cycle de vie. C'est ça qui compte. Et là, ça se casse la figure. Voilà, donc production mondiale du silicium métallurgique. Bon, ben, le champion, sans doute, est la Chine. Production 75%, 71% en Chine, Brésil, etc. Enfin, nous, on a, en France, Ferroglobe, anciennement Péchinet électrométallurgique. Ce serait bien qu'on le garde. Ça peut avoir son importance. Parce que là on a les compétences. Il ne faudrait pas perdre ses compétences et ses moyens de production. Alors, quelquefois, on entend dire que le silicium, c'est un matériau critique. Ce n'est pas un matériau critique, il est rare. Mais sa criticité, oui, ça marche, hein, sa criticité, finalement, il est plutôt dans le jaune ici, c'est-à-dire ici, l'importance stratégique, très importante. Et puis ici, les risques d'approvisionnement, effectivement, quand on se dit que la production est 71% chinoise, pour l'instant, même si on a les compétences, voilà, donc c'est un matériau considéré, alors pas énormément critique, mais un petit peu quand même, mais pas plus que ça. Mais c'est pas parce qu'il est rare, que ça soit clair. Hein, c'est pour ça, en fait. Et pour ça. 71% en Chine. Donc reprenons le silicium métallurgique, c'est pas suffisant pour faire des cellules, il est trop d'impuretés. Hop, on le distille. Tout le monde sait à peu près ce que c'est que la distillation. Donc on le distille avec HCl, qui est de l'acide chlorhydrique, pour fabriquer ce machin-là. Et puis on fait de la distillation inverse, et on récupère le HCl ici. Et on récupère du silicium. Et la différence entre ce silicium-là et ce silicium-là, c'est que ce silicium-là est beaucoup plus pur. Pourquoi? Parce que la distillation, en fait, est un phénomène sélectif. Donc là, on vire toutes les impuretés. Et on obtient du silicium avec une pureté de 99,9999%. C'est ce qu'on appelle CN, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, on peut faire du silicium, ce qu'on appelle polycristallin avec ça, et faire des cellules polycristallines. Donc les cristaux, les grains cristallins, en fait, sont désorientés les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas un monocristal. Il y a quelques défauts, il y a ce qu'on appelle des joints. On peut perdre quelques électrons là-dedans. Mais on s'en sert pour faire des cellules photovoltaïques. Puis si on va aller plus loin pour faire du silicium monocristallin, vous avez ici un monocristal, vous voyez à l'échelle, hein, un monocristal ici, c'est un seul cristal, très beau, parfait. Je ne vous explique pas comment c'est fait, mais là on a une pureté de 9N. Et puis on peut aller plus loin et on obtient du silicium apte pour la microélectronique. Vous voyez? Donc on sait faire, hein, bien sûr. Et puis après, l'étape pour faire des lingots, du sciage, ce qu'on appelle des wafers, donc des couches en fait, et des cellules. Les cellules, là, on les fabrique. On les fabrique ici, donc il y a beaucoup de pertes, mais en réalité, ce silicium est reconditionné pour réentrer dans la chaîne de fabrication des cellules. Mais on est dans l'industrie de la fabrication. Pourquoi? Parce que le silicium est un mauvais absorbeur de lumière, donc il faut quand même une épaisseur assez importante, 200 micromètres. L'installation photovoltaïque sur toiture, panneau en silicium monocristallin, émet en moyenne entre 30 et 46 grammes de CO2 par kilowattheure quand c'est calculé sur l'ensemble de la durée de vie du panneau solaire. Les émissions ont lieu essentiellement au moment de la fabrication des panneaux, donc tout ça c'est référencé bien évidemment. 30-46 grammes de CO2 par kilowattheure, ben écoutez, ça se situe là. Ben c'est pas si mal. Même ordre de grandeur que pour le nucléaire par exemple. On est dans le même ordre de grandeur et 10 fois moins que tous les énergies fossiles. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire d'intéressant là-dessus? Voilà, donc les émissions sont majoritairement dues au procédé de fabrication, en particulier à phase de raffinement du silicium, chauffé à plus de 1500 degrés pendant environ 36 heures. Ça veut dire que si on utilise pour cela une énergie décarbonée, on fait chuter le bilan carbone des cellules photovoltaïques.
Donc le bilan carbone des installations PV sera progressivement amélioré par l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique alimentant les usines. Énergie renouvelable, mais dans tous les cas de figure, de l'énergie décarbonée. Voilà, donc le PV nucléaire génère des émissions de même ordre de grandeur, 10-40 grammes de CO2 par kilowattheure, largement assez inférieure à celle des centrales à gaz. C'est ce que je viens de vous dire. RTE prévoit une baisse des émissions des installations PV avec une augmentation de la durée de vie des installations, l'amélioration de l'efficacité des modules, la réduction de la quantité d'énergie nécessaire à la fabrication. Comme disent les Anglais, there is a room for improvement. Alors là, on a un boulevard pour améliorer le bilan carbone. Ces progrès pourraient conduire la filière à réduire les émissions des panneaux à environ 15 grammes de CO2 par kilowattheure à terme. On parle de 2050, ça peut être plus tôt, peut-être. Et davantage en prenant en compte la décarbonation de l'énergie nécessaire à la fabrication. Donc encore une fois, vous trouverez ça dans le petit fascicule si vous allez le télécharger. Exemple d'évolution des cellules silicium. Je vous dis que ça évolue. Bon, ben les cellules, ce qu'on appelle la hétérojonction avec du silicium et du silicium amorce que je vous ai présenté précédemment, je vais juste vous faire passer un message, encore une fois. Ce type de cellule a été très étudié par le CEA, une branche du CEA qui s'appelle le LITEN, qui a obtenu 24% de rendement en production. C'est une technologie d'origine japonaise, mais qui a été fortement étudiée par les Français au CEA. 10 ans de développement par les équipes du CEA LITEN à l'INES, bon, ce sont des branches du CEA, à Grenoble, ou proche de Grenoble. Première réalisation industrielle concrète avec la société italienne Enel Green Power. Donc ces cellules ont pour vocation d'être commercialisées. Elles viennent d'études en France. Et puis il y a un consortium européen. Donc dans un premier temps, la première étape, c'est les modules équipent les centrales solaires développées par Enel Green Power. Donc si ça fonctionne chez eux, eh bien ils vont pouvoir les commercialiser. Mais alors vous allez me dire, mais il faut quand même que ça coûte pas trop cher quand même. Comment peut-on arriver à faire des cellules photovoltaïques pas trop chères en France ? C'est du silicium qu'on appelle monocristallin. Serait-il trop cher? Est-ce qu'on peut obtenir du silicium monocristallin bas coût? Oui, exemple. Eh bien, il y a la société ECM, anciennement avec Photowatt, il y a beaucoup de difficultés, comme vous le savez, et le CEA-INES, qui ont développé des fours qui permettent de faire du silicium monocristallin à relativement bas coût. Ce sont ces fours-là, donc il y a une capacité de 1,2 tonnes, et là c'est du silicium pratiquement monocristallin. Voilà, donc on va pouvoir faire du silicium haut rendement par des techniques bas coût. Voilà. Alors bien évidemment, les Chinois ne sont pas à reste. Les Chinois QGCL essayent aussi depuis 2019 d'arriver sur ce marché-là, mais nous on a un avantage concurrentiel par rapport aux panneaux solaires chinois car leur production émettra moins de CO2 car ils sont fabriqués en France avec son mix énergétique à faible teneur en carbone. Voilà, on a l'énergie nucléaire à côté dont le bilan carbone est faible. Voilà, donc il est utilisé ici. Vous voyez ? Et puis, autre message aussi, dans la communauté photovoltaïque, on évite d'entrer dans les polémiques entre types d'énergie. On se dit ça ne sert à rien. Vous voyez, la France actuellement est importatrice d'électricité, donc au contraire, il faut trouver des solutions pour avoir plus d'énergie en France. Donc en Europe, nous avons la technologie, nous avons le marché, nous avons les idées, etc., etc. Mais tout ce dont nous avons maintenant besoin, c'est de l'industrie locale. Il y avait eu des velléités, par exemple, via l'Allemagne, de créer une industrie locale qui a rapidement été étouffée par tous les panneaux qui nous viennent de Chine, par exemple, et c'est ce qui a tué l'industrie locale en Europe. Enfin, ça permet aussi de baisser grandement le coût du photovoltaïque, mais il faudrait maintenant construire beaucoup plus l'industrie locale. On a la technologie. Il faut reconstruire la technologie de fabrication de l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est les records de rendement du silicium, de tous les types de silicium, polycristallin, monocristallin, etc. Puis on arrive à 27,4% quand même. Hein. Vous voyez, en grattant les choses avec la technologie et le matériau. Voilà. Mais, encore une fois, le silicium est un matériau qui demande une fabrication, qui demande une épaisseur importante. Vous avez ici la part des différentes technologies pour chaque typologie d'installation, par exemple. Installation au sol, c'est essentiellement
du silicium monocristallin à 60% et polycristallin à 13%. Et 27%, ah tiens, des couches minces en tellurure de cadmium. Nous y voilà. Voilà pour les bâtiments, pour les ombrières. Donc ça vient de 2019, coût et rentabilité du grand photovoltaïque en métropole continentale. Vous voyez, c'est référencé. Avec le coût moyen, le coût moyen des cellules couches minces, vous voyez, il est faible en fait. Hein. Tout à fait compétitif par rapport au silicium. Qu'est-ce que c'est que ces couches minces? Eh bien, couche mince permet d'avoir un procédé de fabrication plus rapide et moins coûteux. Donc je vous ai dit, le silicium, c'est la technologie de la fabrication. On fabrique les cellules relativement épaisses pour absorber le maximum de rayonnement lumineux. Maintenant, les couches minces, c'est différent, c'est autre chose. Vous voyez, ça c'est les courbes de rendement selon les âges, les records de rendement selon les âges. Vous voyez, pour des cellules à base de... On fait un zoom, hein, parce que sinon on ne voit pas grand-chose. CDTE, tellurure de cadmium, puis on n'est pas loin de gratter les rendements du silicium. CIGS, couche mince aussi, silicium amorphe. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, les couches minces, qu'est-ce que c'est? C'est du dépôt, c'est du revêtement de matériaux, encore une fois, vous voyez le matériau, de matériaux qui absorbent beaucoup mieux le spectre solaire. Beaucoup mieux. Et donc, on va utiliser des techniques de dépôt bas coût. Ça peut être de la sérigraphie, ça peut être... est-ce que je l'ai mis ici? Non, je le mets après. Donc, des techniques bas coût déposées sur des supports bas coût. Du verre, feuilles de métal, polymère, etc. Tout ça, bas coût. Et regardez l'épaisseur. Alors ça s'appelle des microns. Je vous ai dit que le silicium, c'est à peu près 200 microns. Là, ici, on a 2 microns. Ça veut dire que les épaisseurs de ces couches minces sont 100 fois moins épaisses que pour le silicium. Et donc, c'est pour ça qu'on obtient des cellules relativement bas coût. Donc, le CDTE, et je vous rappelle que First Solar, le 10e producteur, en fait, c'est un producteur de ce type de cellules. Vous voyez, vous avez un champ ici, 480 kW. À Solarfield, à Springerville, en Arizona. En Arizona, on a du soleil. Hein. Voilà, donc ça c'est l'épaisseur de CDTE. Après, il y a aussi, donc là c'est sur du verre qui est là. Donc ce sont des technologies couches minces, moins de matériaux, dépôt bas coût, électrochimique, évaporation, pulvérisation, sérigraphie, sur des supports bas coût, verre, plastique, feuilles de métal, etc. Et vous avez ici la courbe d'apprentissage, hein, encore une fois, c'est-à-dire l'évolution du prix du module en fonction de la production cumulée. La courbe d'apprentissage du silicium, je vous la rappelle ici, et la courbe d'apprentissage des couches minces, et vous voyez que pour cette production-là, ici, donc 30 gigawatts, eh bien vous avez un prix du module qui est bien inférieur à celui du silicium. Simplement parce que ce sont des technologies bas coût. Alors je ne dis pas que ça remplacera partout le silicium, parce qu'encore une fois, le silicium est le deuxième élément le plus courant sur Terre. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus des technologies complémentaires qui vont de plus en plus arriver sur le marché. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, hein? Voilà, dans la famille des couches minces, on a aussi le CIGS, cuivre, indium, gallium, soufre, sélénium. On retrouve le sélénium, effectivement, sur des supports verts, feuilles de métal, plastique. J'en dis pas plus, c'est une couche mince. Simplement ici, vous voyez qu'ici, on a une couche mince d'environ 2 microns. Donc beaucoup moins de matière. Donc même si ces matériaux, je dirais à l'unité, coûtent plus cher que le silicium, en fait, l'épaisseur faible fait que ce sont du bas coût. Alors, je vous donne ici quelques fabricants de ce type de cellules, simplement pour vous montrer que c'est bien commercialisé. Des volumes qui sont beaucoup plus faibles que ceux du silicium, bien évidemment, mais enfin, on a tous ces acteurs-ci. Et vous avez un exemple ici de cellules imprimées sur support souple chez Nanosolar. Donc, à l'usine Nanosolar. Nanosolar n'existe plus. C'est aussi pour vous illustrer le fait que les marchés peuvent être difficiles. Nanosolar n'existe plus. Ancienne société basée à Palo Alto, en Californie. Voilà.
Ici, les records de rendement du CIGS au fil des âges. Et là, j'ai un petit message à vous passer. C'est que regardez qu'on n'a pas une augmentation bien continue des records de rendement. Vous voyez, on a ici des accidents. Ici, ici, ici. C'est ce qu'on appelle des ruptures technologiques. Ça, c'est le travail des laboratoires de recherche. Une rupture technologique et regardez, paf, un record de rendement. C'est très important à comprendre ça. Ce ne sont jamais une continuité bien lisse de l'augmentation des records de rendement. Ce sont des ruptures technologiques, comme ceci. Pour le silicium, on a aussi les mêmes types de tendances. Voilà. Puis en 2019, le laboratoire Solar Frontier présentait 23,4%. Donc là, on gratte les rendements du silicium. Bon, avec ici des exemples de puissance de modules en fonction de différentes technologies. Vous voyez que les couches minces, CDTE, CIGS, sont pas loin de celles du silicium. Voilà, c'est juste pour illustrer ça. Et puis le reste, je ne vous en parle pas. Je ne vais pas vous parler de... Je pense que je vais lever le coin du voile. Je vous ai dit qu'on ne peut pas dépasser 32% de rendement pour un matériau, et pourtant il y a des cellules qui sont à 47%. D'où la question, fraude, triche, ou pas. Ou pas. Alors comment arrive-t-on à dépasser ces records de rendement? Ici, je vous présente par exemple, je vous rappelle simplement le fait que selon les matériaux, l'absorption lumineuse ne va pas se faire de la même manière. C'est-à-dire que la hauteur du premier étage, là, donc l'énergie de liaison, la difficulté d'arracher l'électron de sa liaison dépend du matériau. Elle est plus importante, par exemple, mais c'est un exemple, hein, ici, ce matériau semi-conducteur qu'on appelle le phosphure de gallium, vous avez bien compris que tous les matériaux dont on parle, ce sont des semi-conducteurs. Ça s'appelle des semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ceci. Il faut qu'on ne puisse pas arracher facilement l'électron de sa liaison, mais il faut qu'il y ait une énergie de liaison, ici, pour renvoyer l'électron au premier étage. Ça, c'est fondamental. Donc, vous avez ce matériau, et puis ce matériau silicium. Vous voyez que la hauteur du premier étage, elle n'est pas la même. Alors, regardez. Je vous rappelle, un matériau, l'énergie de liaison, qu'il faut vaincre pour envoyer l'électron librement backnodé autour des atomes et participer à un courant électrique. Et puis mes trois photons, rouge, vert, bleu. Bien, le rouge, pas absorbé. Perte par transparence, dommage pour le rendement. Le vert, absorbé, voilà. Et puis il a juste suffisamment d'énergie pour envoyer l'électron librement et joyeusement gambadé autour des atomes du matériau. Donc il est ici, au premier étage. Et le bleu, je vous rappelle que le bleu, lui, il a trop d'énergie, donc il va envoyer cet électron ici, qui va rapidement descendre en énergie, perdre de l'énergie. Au passage, l'énergie se conserve, donc elle est perdue comment, cette énergie, à votre avis? En chaleur, oui. C'est une des raisons pour lesquelles une cellule chauffe. C'est parce que, en collisionnant, toujours joyeusement d'ailleurs, mais en collisionnant contre les atomes du réseau, ces atomes vont bouger. Ça, c'est de l'agitation thermique, c'est de la chaleur, vous voyez. Donc, les deux sources de perte. Maintenant, je vous propose de mettre deux types de matériaux, l'un en dessous de l'autre. En haut, un matériau dans lequel il est difficile d'extraire les énergies de liaison. Donc le premier étage, il est haut en énergie. Et puis le deuxième matériau, notre silicium par exemple, voilà, avec son énergie de liaison ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, d'accord, ok. Le rouge, rien à faire pour lui. Le rouge, il passe son chemin. Les matériaux sont transparents. Très bien. Le vert, le vert, et ce matériau est transparent pour le vert, parce que le vert, il a suffisamment d'énergie pour ce matériau, mais donc pas suffisamment d'énergie pour ce matériau. Donc le vert, il passe le premier matériau. Par contre, le deuxième, hop, il est absorbé,
et il envoie un électron librement dans le matériau. Et puis le bleu, ben vous avez tous compris que le bleu, il a suffisamment d'énergie pour extraire un électron de liaison dans le premier matériau. Et ben le second, il est absorbé dans le premier. Eh ben non, le second ne voit pas les photons bleus. Le premier absorbe les photons bleus. Donc au passage, juste comme ça veut dire que le deuxième matériau, il n'a pas besoin d'être aussi épais, puisque lui, il n'a pas besoin d'absorber les photons bleus, ils sont déjà absorbés là. Et technologiquement, ça peut être aussi intéressant. Donc le bilan, c'est quoi? Ben, le bilan, c'est que cet électron-là, il ne thermalise pas, il ne perd pas d'énergie. Donc on a beaucoup moins de pertes par thermalisation. C'est comme ça qu'on arrive à aller au-delà du rendement théorique avec un matériau, en mettant deux matériaux, dont un est spécialisé dans l'absorption d'une partie du spectre solaire, et puis le deuxième dans l'absorption d'une partie du spectre solaire. Et ça s'appelle comment? Ben ça s'appelle des cellules tandem. J'ai juste pour rester dans le thème. Hein. Mais ça s'appelle vraiment des cellules tandem. Puis vous allez me dire, mais alors pourquoi 2? Pourquoi pas 3? Soyons fous. Oui, 3, ça existe aussi. Ça s'appelle des triples jonctions, vous voyez? Donc ça permet d'absorber le bleu, le vert, le rouge. En réalité, le spectre solaire, c'est beaucoup plus de couleurs. Donc continuons. Allez, 4, 5, 6. Oui, c'est vrai. En laboratoire, on arrive à faire ça. 6 matériaux, 6 jonctions mises les unes en dessous des autres, avec 6 matériaux absorbeurs différents, et c'est ce qui nous donne, ici, 6 jonctions, les 47,1%. Aide de laboratoire. Ça coûte un peu cher quand même. Hein. Et puis c'est des matériaux qui ne sont pas faciles à faire non plus. Hein. Donc voilà, c'est une bête de laboratoire, mais il n'empêche que les triples jonctions, vous voyez, les cyclistes à 3, ça existe, c'est commercialisé. Vous voyez souvent des panneaux qui sont sur des piliers en hauteur et qui bougent avec le soleil. Mais très souvent, ce sont des triples jonctions. Pour réduire le coût et pour augmenter un petit peu artificiellement, on s'en fiche du moment que ça augmente le rendement, on les utilise avec des lentilles pour aller concentrer le rayonnement lumineux dessus. Donc si on concentre le rayonnement lumineux, on diminue la quantité de matière, ça devient intéressant. Et puis on augmente un petit peu artificiellement le rendement comme ça, jusqu'à aller à une certaine limite au-delà de laquelle ça se casse la figure parce que la nature reprend ses droits. Mais on arrive à des rendements tout à fait intéressants et c'est commercialisé. Alors pourquoi il faut suivre le soleil? Il faut suivre le soleil parce qu'il y a des lentilles. Donc si vous mettez une lentille comme ceci, que le soleil est là, ça ne va pas aller sur la cellule. Donc il faut quand même avoir des panneaux qui suivent la course du soleil. Voilà, mais c'est commercialisé, ça existe. Voilà, donc la limite de... j'allais dire un gros mot, j'allais dire un terme scientifique, je m'arrête là, c'est la limite physique, ici 32%, et puis vous voyez que eh ben là tout ça, ces multijonctions, ces multimatériaux sont bien au-delà des 32%. Voilà. Mais technologie coûteuse, matériaux 3.5 cher, support cher, et je vais terminer avec, parce que je suis un peu lent, hein, oh là, arrêtez-moi si... mais je vais terminer par la merveilleuse histoire des pérovskites halogénés, très rapidement. Vous voyez, regardez là, cette courbe de rendement phénoménale, cette fusée. C'est parti à peu près en 2014-2013, en réalité en 2012. Vous voyez, puis alors, dans l'histoire des photovoltaïques, jamais il y a eu une avancée des rendements aussi rapide en fonction du temps. C'est l'histoire des pérovskites halogénés. J'ai discuté avec un chimiste, c'était à peu près en
plus si c'était en 2014 ou 2015. Ce chimiste me disait, mais de toute façon, ça ne fonctionnera jamais. Parce que les cellules qu'on fait avec, ça dure quelques minutes et après, c'est fini. C'est pas stable du tout. Que peut-on en faire? On peut réfléchir. On peut mettre des théoriciens sur l'affaire qui vont essayer de comprendre pourquoi. Et donc corriger ces effets. Fiabiliser la technologie en comprenant. Et puis on met les moyens dessus. Surtout les États-Unis d'ailleurs. Et puis aussi l'IPVF en France qui travaille dessus. Et donc en mettant les moyens, regardez, ici dans le graphe de rendement, en 2018, on avait perovskite mais pas stabilisé. 2022, alors, après 2018 en fait, en 2019 déjà, perovskite stabilisé. On en est dans les laboratoires à 3000 heures de fonctionnement. Alors pour stabiliser une technologie, c'est minimum 10 000 heures, 20 000 heures, mais en très peu de temps, on est arrivé à facilement 3000 heures, et puis ça continue. Ça continue parce que les gens comprennent, les scientifiques comprennent, et puis adaptent, et puis améliorent au fur et à mesure, et puis regardez les records de rendement, c'est une merveille, quoi. Voilà, je fais de la pub de mes collègues, en fait, de l'Institut Photon, parce que, en fait, on a une équipe à Rennes, pas simplement l'Institut Photon, mais une équipe, une sorte mixte entre l'Université de Rennes 1, donc le laboratoire sciences chimiques de Rennes, l'Institut Photon, l'INSA de Rennes, piloté par un de mes collègues, Jackie Evin, qui est le spécialiste français, théoricien du domaine. Voilà, c'est un de nos rares highly cited researchers qui a obtenu très récemment le prix Jean Ricard de la Société française de physique. C'est un prix prestigieux. Tout ça parce qu'il travaille dans ce domaine. Puis là, je fais la pub aussi d'un petit journal qui est fait, très très bien fait, qui est fait pour mettre en avant les laboratoires hébergés à l'INSA Rennes. Voilà, petite pub au passage. Voilà. Alors, vous voyez. Ah tiens, il y a aussi quelque chose par-dessus. Puis là, j'ai plus que 2-3 transparents. Les rêves de chercheurs. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Vous voyez ici des cellules perovskite silicium en tandem. Ben oui, le silicium. Si on arrive à avoir une perovskite par-dessus, perovskite halogénée, eh ben on peut peut-être justement avoir des records de rendement qui vont dépasser les records de rendement du silicium. On va, en quelque sorte, améliorer le silicium. Ben, c'est ce que font certains laboratoires qui arrivent ici à 31,3% de rendement. Est-ce que ça sert, ça? Ben oui, parce qu'il y a déjà une commercialisation qui commence à apparaître. Un consortium européen, à travers QCell, et puis ici, pour faire la pub aussi de l'IPVF, qui est un institut français sur le photovoltaïque, un institut pour la transition énergétique, eh bien, s'associe avec une boîte pour lancer un projet d'industrialisation d'une nouvelle technologie tandem perovskite silicium. Vous voyez, ça c'est une belle histoire, parce qu'elle a commencé en 2013-2014, et vous voyez que quand les gens y mettent les moyens, eh bien, on a déjà des choses qui entrent dans une commercialisation. Voilà, et puis après, on peut, par exemple, marier d'autres technologies. On est beaucoup dans le mariage des technologies actuellement, pour faire des cellules tandem. Silicium toujours, la base. Et puis, tiens, les couches minces aussi. On connaît bien les couches minces, c'est deux technologies qui sont relativement bien établies. Les couches minces, silicium, marions-les. Effectivement, ben ça c'est un projet qu'on a actuellement, projet financé par l'Agence nationale de la recherche avec tous ses partenaires, pour essayer de faire des cellules tandem, bas coût, en mariant ces deux technologies relativement bien établies. Voilà, ça fait partie des rêves de chercheurs. Et puis je suis sûr qu'on va y arriver de toute façon. Le rêve va devenir réalité, puis je vais m'arrêter là. Voilà, je vous remercie de votre attention.